Question qui me semble importante dans ce contexte d'acquisition. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'une acquisition va être réussie, va être créatrice de valeur? Alors moi, je verrais 3 points. Le premier, c'est d'avoir une vision, donc un projet entrepreneurial, faire en sorte que la pépite que l'on va intégrer crée de la valeur. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est réussir son intégration, donc avec tout le volet, on va dire, social qu'il faut réussir. On ne peut le faire qu'avec l'adhésion de tous, la société qui est donc la cible, mais également en interne. Et le troisième point, c'est de réussir sa communication interne et dans une moindre mesure externe. Alors, quand vous parlez de vision, de projet entrepreneurial, je vais être un peu intrusive. Dans votre cas, est-ce que ce projet était écrit? Est-ce qu'il était dans votre tête? Comment ça s'est fait? Alors, comment ce projet, il est à un moment donné, il faut formaliser. Mais plus important, c'est, puisque nous, on a plutôt fait des croissances externes par opportunité, il faut qu'il ait une complémentarité, je dirais, par rapport à l'existant. La dernière croissance externe que l'on a faite, on a, je dirais, toujours un point faible qui est la région parisienne. On rachète une société parisienne pour justement combler cette petite faiblesse que l'on a. Donc ça, on a répondu. Après, d'un point de vue stratégique, on ne s'est pas diversifié, c'est dans nos métiers. Et là, on réussit en fait à intégrer avec une société nouvelle en espérant que 1 plus 1 va faire au minimum 2. Tout à fait. Ça, c'est le Saint Graal. Donc, effectivement, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est que vous dites que votre démarche et les acquisitions se font plutôt par opportunité, mais j'entends bien qu'il y a un sous-jacent fort, c'est cette vision, cette stratégie, chercher des complémentarités. Donc, Exactement. c'est pas nous sommes opportunistes et voilà, c'est dans un cadre bien précis. Si on voit passer des choses qui nous intéressent, et il n'y a pas d'urgence à faire. Alors, l'espace-temps, ça, on est des fois pris un peu au piège avec quand on a commencé, quand on a décidé qu'on y allait, où là, on est quand même à deux, hein, le sessionnaire, donc on est bien obligé de rentrer aussi dans son espace temporel. Et là, on le fait étape par étape, sans obligation en allant sur un côté juste boutiste, puisqu'on l'a décidé. Ça se fait, c'est bien, ça se fait pas, tant pis. Il faut absolument que ce soit une réussite et que ce soit un jeu gagnant aussi bien pour le sessionnaire que pour le cédant. Parfait. Alors, j'ai bien entendu la partie, le deuxième critère qui fait que ça peut être créateur de valeur, c'est l'intégration, la partie intégration. Alors, est-ce que dans votre cas, c'est quelque chose que vous avez formalisé, processé? Vous faites des acquisitions sur de la PME, donc ce ne sont pas des gros animaux, mais pour autant, à minima, est-ce que vous avez un minimum de process, de checklist ou que sais-je? Systématiquement, dans le cadre d'une croissance externe, on nomme un chef de projet de façon à pouvoir également mettre du côté, on va dire, du cédant de la même façon, de façon à ce qu'il y ait au moins ce mode processé. Il faut absolument, on va dire, rassurer déjà. On a toujours cette volonté, je dirais, de rassurer. Et pour illustrer ça, lors d'une croissance externe qu'on a fait il y a 2 ou 3 ans, eh bien, le dirigeant, on l'a intégré. Ce dirigeant a pris des responsabilités chez Tipco en mode élargi. Donc, c'est-à-dire que, et ça, c'est une vision par les échanges. C'est jamais la même chose à chaque fois, puisque là, on tient compte de l'humain et puis je dirais de comment le fait que matcher, si on n'a pas matché avec les dirigeants ou avec le management, généralement, on ne va pas très loin. Il faut absolument que ça matche et que ce soit un jeu gagnant, faire en sorte que les bonnes pratiques, je dirais, du cédant, elles peuvent très bien s'inviter chez Tipco et vice-versa. On n'arrive pas je dirais, en décidant que la croissance externe,
on a racheté, donc on est propriétaire et c'est nos process qui prévalent. Pour illustrer ça d'une autre façon, il y a certaines sociétés qui systématiquement sont intégrées assez rapidement parce qu'elles correspondent au métier. Il n'y a pas une valeur, hormis les compétences ou le gain, on va dire, de clients qui va primer. C'est que si c'est déjà dans nos métiers, là, on vient assez rapidement intégrer, fusionner avec une TUP ou avec une fusion simplifiée. Et d'autres, au contraire, on fait le choix de les laisser autonomes, pas indépendants, mais elles sont autonomes parce que ça correspond, elles apportent et qu'on aurait, nous, quelques craintes si on les intégrait, que là, on pourrait détruire de la valeur parce que justement, ça ne correspondrait pas. Je vais juste prendre un exemple. On a racheté une société il y a quelques années et on la surnomme le GIGN du monde des télécoms. Eh bien, nous, sur la partie TIPCO, on est plutôt avec un processus industriel. Et là, il faut je vais le prendre, disons, avec beaucoup d'affection, un mode mercenaire pour pouvoir être en dessous des radars parce que moins processé. Si on amène quelque chose, des processus très poussés, eh bien, là, on ressort un petit peu du cadre et surtout de l'attente de nos clients. Alors ça, c'est très intéressant. Et alors, la question qui me démange, c'est à quel moment, en tant qu'acquéreur, vous allez choisir ce mode d'intégration en intégrant vraiment tout de suite. Alors, j'ai bien compris, hein, soit c'est complémentaire, soit c'est très spécifique, mais quand est-ce que vous forgez votre opinion sur le choix de l'intégration? Alors, j'ai envie de dire, au moment où on rencontre les dirigeants, il y a un apprentissage. On apprend à se connaître déjà. Donc, là, on va avoir peut-être un a priori au départ, soit en disant, voilà, de toute façon, on intégrera, etc., etc. Dans la LOI, donc la première lettre d'engagement qu'on va prendre, on va se donner la possibilité de dire que, voilà, c'est le groupe TIPCO qui, en fait, rachète une société. Sur cette société-là, elle sera peut-être rachetée par une des filiales. Donc, c'est-à-dire qu'on met assez ouvert. Le fait de pouvoir échanger avec le dirigeant ou les dirigeants fait qu'on va se forger notre conviction de comment on va le faire. Après, on écoute aussi, parce que comme le fait, je dirais, de prendre l'exemple du GIGN, du monde des télécoms, ça s'est assez rapidement, on va dire, construit chez nous en disant, là, on ne peut pas l'intégrer parce que là, on va détruire la valeur. Il faut absolument au contraire, qu'on ait un jeu gagnant, y compris pour nos clients et bien sûr pour la société que l'on intègre. Donc, ça se fait au fur et à mesure. De la même façon, là, on a sur la dernière société qu'on a intégrée, enfin, qu'on n'a pas intégrée, justement, elle va être autonome. Eh bien, le groupe, il y a une partie qu'on a racheté 3 sociétés. Il y en a une holding, une société qui, elle, est dans le Loire et Centre, pardon. Eh bien, celle-ci va être intégrée dans TIPCO Service, alors que l'autre, elle va être complètement autonome parce que justement, le lien avec le client, donc la découverte au moment où on s'est rapproché, je dirais, des dirigeants, a fait qu'on dit, il ne faut surtout pas qu'on l'intègre, elle va rester autonome. Par contre, il va y avoir du business croisé. Alors après, on peut aussi avoir, on va dire, notre propre perception en disant, si on n'intègre pas, on ne va pas rassurer. Donc là, on a un parcours en disant, voilà, on va rester autonome pendant un certain nombre de mois, voire d'années, mais là, on a pour vocation, je dirais, d'optimiser et puis surtout de faire croître les 2 entités et puis, je dirais, les marier, les faire fusionner. Oui, donc il y a vraiment un travail tout à fait en profondeur sur les caractéristiques du business et sur comme on dit, les leviers de création de valeur qui ne sont pas que financiers. Hein. Exactement. Alors, on a pour habitude, nous, chez TIPCO, de tenir compte en mode élargi. On a été, je dirais, assez précurseurs dans le monde du numérique de faire attention à l'humain. Et c'est justement parce qu'on fait attention à l'humain, y compris dans les croissances externes, que lorsqu'on est décidé et qu'on a cette conviction qu'on a vraiment une création de valeur qu'on fait de la croissance externe, mais c'est à partir de l'humain, prendre soin de la planète également, si dans la mesure du possible, et puis évidemment d'être efficace dans nos processus et financièrement, parce que ça reste un moyen pour justement
pouvoir se développer et puis faire du mieux surtout. Ok, superbe. Merci pour ça, c'est très éclairant. Merci Florence.